On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair. Alors, Tom, ce soir à JE, on va apprendre que 741 élus municipaux ont déjà quitté le navire, entre autres à cause de l'intimidation, le harcèlement. Il y a le maire de Potton, en Estrie, M. Bruno Côté. Il dit aujourd'hui, le harcèlement atteint des niveaux qu'on n'a jamais vus auparavant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une action réelle, concertée du gouvernement du Québec. À chaque fois que c'est le temps de dire non aux municipalités, le gouvernement du Québec aime bien dire, vous savez, les municipalités, les villes, les cités, tout ça, ce sont des créatures du gouvernement du Québec. Très bien. Alors, soignez vos créatures. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe, je le vois où j'habite, dans les Basses-Laurentides. Il y a une municipalité où tout le monde a démissionné. Ils ont dû faire une autre élection. Les gens n'en pouvaient plus. C'est une petite coterie de gens qui vivent sur les réseaux sociaux, qui, parce que les réunions sont maintenant portées sur Facebook ou autres moyens, donc les gens peuvent se voir ou avoir un enregistrement d'eux-mêmes en train de faire des conneries et de sortir leur lubie, leur théorie, insulter, être grotesque, et c'est devenu un commun. Et alors, oui, lorsque ça devient violent, parce qu'on a eu un cas où c'était devenu carrément violent, il y a quelqu'un qui a dit, c'est moi qui contrôle la réunion dorénavant devant la mairesse de cette petite municipalité, mais il y en a d'autres. Ça, c'est dans mon coin du pays, c'est-à-dire les Laurentides. Mais là, tu viens de parler de Potton, ce qui, sauf erreur de ma part, est dans les cantons de l'Est. Et on est en train de le vivre à travers le Québec. Moi, j'ai une suggestion. Moi, je ne suis pas un élu municipal. Mais je vais te raconter quelque chose. Une fois, quand j'étais élu provincial, je faisais face à un filibuster. C'était le juste retour des choses parce que j'en faisais amplement quand j'étais dans l'opposition. Mais j'étais rendu ministre de l'Environnement, puis on voulait faire adopter une loi sur le développement durable. Et il y avait une obstruction systématique de la part de l'opposition péquiste. J'ai dit à mon leader en chambre, fais-moi une faveur. Il y avait une salle d'audience où il n'y avait pas de caméra. Je dis, ship-moi dans cette salle-là. Tout d'un coup, ça a complètement changé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plus en ondes, ils étaient plus télédiffusés. Donc moi, j'ai l'impression qu'une partie du problème, c'est ça. Avoir un bon résumé écrit des réunions, avoir la possibilité d'assister, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont attirés à cause de la vie des médias sociaux. Ils sont plus obligés de se contenter de se filmer sur leur iPhone et de mettre ça sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait. C'est presque comme s'ils étaient des vedettes. Alors moi, je commencerai là, mais j'alerterai la police. La police, je dois dire, la Sûreté du Québec a des politiques bien arrêtées pour justement intervenir le cas échéant, mais il va falloir vraiment préciser les choses. Jean-François, dans tous les villages, il y en a tout le temps un ou deux là, qui, au conseil municipal, se pointent tout le temps, puis monopolisent le micro pour une question de cabanon, puis tout ça. Là. On les connaît, sauf que, bon, là, c'est au-delà. Là, on parle de menaces. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui se conjuguent ici. Il y a effectivement le fait que il y a une chute généralisée du respect envers l'autorité, même l'autorité élue, l'autorité du professeur, l'autorité du premier ministre qui est dans un restaurant, on peut se lever, on peut crier après, tu sais, comme on a vu cette semaine. Alors donc, une baisse générale du respect pour l'autorité, quelle qu'elle soit, qui fait en sorte que l'autorité, on peut la critiquer, on l'a toujours critiquée, mais il y a un moment où les personnes qui sont en autorité font le calcul, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que le plaisir que j'en retire, puis c'est le plaisir de décider, c'est le plaisir de redonner à la communauté, c'est le plaisir d'être quelqu'un dans sa communauté, il y a tout ça, là. Est-ce que le plaisir est à la hauteur de la difficulté qu'on m'impose? Et là, effectivement, je pense que lorsqu'on va en politique municipale, c'est aussi pour avoir du respect. On veut être conseiller, on veut être maire, on est quelqu'un. Bon, on veut faire des choses, on a un programme, mais le respect, ça fait partie de ça. S'il n'y a plus de respect, ben, il y a une partie de la qualité de vie de l'élu qui part. Mais tu sais, toutes les figures d'autorité, excuse-moi, toutes les figures d'autorité sont critiquées. Là, ils ont de la misère à recruter des arbitres pour des matchs de baseball pour des jeunes, parce que les arbitres se font écœurer. C'est ça. Ça faisait partie du sport de dire que l'article était pourri, mais là, il y a un niveau supérieur. Et il y a peut-être aussi,
on dit les gens sont plus fragiles qu'ils étaient et acceptent moins de se faire bousculer qu'ils ne l'étaient auparavant et peut-être ont moins de couenne pour riposter avec vigueur parce que là, on a peur. Si je riposte avec vigueur, est-ce que ça va me mettre dans un trou supplémentaire? Alors ça, il y a tout ça qui est en jeu, qui affaiblit donc la fonction elle-même. Mais il y a aussi pour les élus municipaux l'ampleur des défis. Là, quand c'est chaque année que tu vas avoir un feu de forêt, chaque année tu vas avoir une inondation, mais tu n'es pas un spécialiste des crises écologistes, des crises écologiques, des crises de température. Là, ça devient la responsabilité qui est sur ces gens-là. C'est de protéger la vie immédiate de tes citoyens. Tu pensais que c'était les pompiers et les policiers qui faisaient ça? Et Tom, Jean-François a tout à fait raison. Les maires de villes et les mairesses de villes, de petites villes, se retrouvent avec des gros problèmes. On a vu qu'il y a des problèmes maintenant d'itinérance, pas seulement à Québec et à Montréal, mais dans des petites villes. Richard, je suis tombé en bas de ma chaise. Je parlais avec mon fils qui est lieutenant dans la Sûreté du Québec. Il est responsable dans les Laurentides, justement. Et il me dit, j'ai une soirée, c'était au cours des dernières semaines, il dit, on a une soirée justement sur l'itinérance. Il me nomme la toute petite ville. Je dis, excuse-moi, là, mais je comprends pas. Itinérance là? Il dit, ben oui. Il dit, puis il y a une coupe de centre, puis il y a une place pour aller se réchauffer quand c'est trop froid. Puis quand il y a trop de monde et tout ça, à Saint-Jérôme, il y a des ressources un petit peu plus élaborées. Et le cas échéant, c'est juste éventuellement vers Montréal. Donc, on se rend compte que l'itinérance n'est pas quelque chose qui est propre à une grande ville comme Montréal ou au Québec. C'est dans toutes les régions. Les gens n'en peuvent plus. Une 4,5, et je parle pas de quelque chose qui vient d'être construit, qui est 5 étoiles, là. Un 4,5 qui est là depuis longtemps, dans une petite municipalité au Québec, on s'en va chercher 1500, 1600 aujourd'hui. Ça c'est juste pour ton loyer. Mais donc, tu sais, les mairesses et les maires, souvent, c'est des jobs à temps partiel pour des petites municipalités. Tu n'es pas très bien payé et tu te retrouves avec des grosses responsabilités, des problèmes que tu n'étais pas, pas habitué de gérer ces problèmes-là. Non, mais ça commence quand même petit. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, c'est celui de Pointe-Claire, une petite banlieue bien rangée de l'ouest de l'île de Montréal. Et c'est une municipalité très bien gérée, tout ça. Tout d'un coup, il y a des promoteurs, il y a des gros dossiers, eux, ils poussent très fort. Il y a une jeune nouvelle conseillère qui essaie de faire son rôle correctement, puis elle se fait tellement écœurer qu'elle finit par lâcher. Moi, j'ai vu à Gatineau des promoteurs immobiliers utiliser justement ces mêmes stratagèmes. Donc, ce qui était avant peut-être la commission Charbonneau, tu sais, des trucs qui se réglaient dans le bureau du maire d'une manière pas tout à fait correcte, d'une manière pas du tout correcte. Aujourd'hui, c'est quelque chose où ces mêmes forces-là, les promoteurs notamment, vont venir faire un forcing écœurant. Et justement, une partie de ça, donc c'est les citoyens entre eux autres, puis les gens, les quelques pourcentages, les 1 ou 2% qui pensent que les médias sociaux, c'est la vraie vie, ben eux, ils sont en train de sortir de leur écran d'ordinateur pour aller dans les salles, puis ces mêmes techniques sont utilisées dorénavant par les promoteurs pour donner un seul exemple. Jean-François, peut-être que les petites villes pourraient être gérées par l'intelligence artificielle. Ce serait un logiciel, un ordi qui gère les finances de la ville et c'est tout. Oui, mais comme tu sais, l'intelligence artificielle est sujette aux hallucinations. Et donc, se met à te dire des choses qui sont complètement fausses, mais qui ont l'air tout à fait correctes. Et maintenant, on le voit même dans les diagnostics, parce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour faire des diagnostics, ils sont capables de voir la totalité des variables et arriver avec un diagnostic, mais une fois sur on ne sait pas combien, ils vont dire quelque chose de complètement faux. Fait que si tu es le patient qui tombe là-dessus, puis qu'ils te disent, Richard, tu as un cancer des ovaires. Bon, alors là, tu t'attendais pas à ça, mais si c'est l'intelligence artificielle qui te dit. Alors, ça veut dire que il y a une marge d'erreur terrible. Et si, donc, je fais encore je fais encore confiance à l'intelligence naturelle, même si elle est limitée. Mais quand même, il va y avoir, écoute, un déficit démocratique, là, parce que, Tom, les gens vont dire, est-ce que le jeu en vaut la chandelle que j'ai travaillé? C'est quasiment du bénévolat, m'occuper de la mairie, puis je vais me faire écœurer, mes enfants vont se faire écœurer, j'irai plus. Oui, mais tu as soulevé un point très important. Il y a 15-20 ans, pour une municipalité de 4 ou 5 000 personnes, le maire ou la mairesse était enseignant, avait un commerce, la quincaillerie du coin ou un truc comme ça.
Aujourd'hui, il y a tellement de bureaucratie, il y a tellement de règlements, il y a tellement de contestations. Parce que permis, pas permis, contestation, des poches profondes, en villégiature, là, il y a des gens riches, réflexes direct devant les tribunaux pour essayer de casser tel règlement, telle décision. Ça devient loufoque. Ils n'ont pas les moyens pour y arriver. Ils n'ont pas les moyens. Moi, j'ai l'impression aussi, c'était très contesté à l'époque, et j'y étais, mais lorsqu'il y a eu les fusions forcées des municipalités, il y avait peut-être quelque chose qui présageait ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ils n'ont pas les ressources. Donc, si on veut avoir un maire ou une mairesse à temps plein, on va être obligé de le payer correctement. On a une belle structure. Moi, j'y crois au MRC, surtout en dehors de la région métropolitaine. Les municipalités régionales de comté, ça marche. C'était une bonne idée, ça. Et donc, il va falloir qu'on les renforce, qu'on les bâtit, parce que en ce moment, Québec donne des ordres. Dit, par exemple, je regarde tous vos lacs qui sont un peu des lacs factices parce que vous avez des barrages. Il va falloir que les barrages à forte contenance, on va vous les laisser comme responsabilité. Et là, tout d'un coup, pour avoir un ingénieur pour regarder si c'est solide ou pas, c'est des centaines de milliers de dollars d'analyse et tout ça. Et il n'y a pas d'ingénieur pour le faire. Et donc, on pèle dans la cour des municipalités des responsabilités du provincial. Ils sont pas structurés suffisamment, ils n'ont pas les ressources. Il va falloir, à un moment donné, qu'on renforce. Une manière de les renforcer, c'est d'en avoir moins. C'est un très grand nombre. On a plus de 1100 municipalités pour une province de 8 millions et demi d'âmes. Il va falloir qu'on réalise que ça peut pas continuer comme ça non plus. Donc, tu préconises les fusions entre différents... C'est-à-dire que, pas nécessairement, Tom, tu avais raison, on doit à René Lévesque les municipalités régionales de comté, c'est-à-dire une structure qui est en dessous de la région, mais au-dessus du village, de dire, et il va y avoir un préfet, on avait emprunté ça de la France, Elisabeth. Alors donc, il y a dans certaines régions du Québec où le préfet est élu au suffrage universel. Donc, ça lui donne une autorité. C'est souvent un ancien maire d'une ville ou d'un village qui est plus compétent que les autres. Et donc, le professionnalisme, il est là. Il est au niveau de la MRC. Et donc, je suis parfaitement d'accord. Il faut renforcer la MRC, donner du pouvoir au préfet. Et donc, dans l'entouré de professionnels et dans les cas de crise grave, ça devrait être le préfet de la MRC qui soit le répondant, pas la pauvre mairesse d'un village qui a 18 ans, puis qui s'est retrouvée là, puis qui n'a pas d'expérience, puis qui est la dernière répondante. Ça peut pas marcher comme ça. Ben oui. Jean-François, tu veux parler de ces députés caquistes qui ne veulent pas d'augmentation de salaire? Ben oui, dans quel univers parallèle sommes-nous? Là, ils sont bien fâchés d'avoir une augmentation de salaire. Parce qu'ils en ont eu une de 30 % l'an dernier, qui se sont votés, puis on se souvient qu'à l'époque, on avait fait toutes sortes d'amendements pour dire ça devrait entrer en vigueur seulement après la prochaine élection ou ça devrait être réparti sur plusieurs années. Puis il avait dit non à tous les amendements du PQ, de QS, les libéraux étaient contents. Mais en tout cas, c'était comme ça. Puis là, c'est comme s'ils étaient retournés chez eux. Puis le monde leur a dit, mais ça n'a pas d'allure, votre affaire. Et puis là, ils s'aperçoivent que dans le projet de loi, il y avait une clause remorque que si le secteur public a une augmentation, elle va s'appliquer aux députés. En plus du 130, alors tu as 100 % plus 30, tu as 130, plus 5 %, disons, ou 10 % sur les 3 ans qui viennent. Fait que là, ils ont dit, peut-être que ça serait trop. Peut-être que si on accepte ça, on va peut-être perdre 100 % de notre salaire parce qu'on va perdre notre job aux prochaines élections. Ça fait que pour préserver 100 % de leur salaire avec 30 % d'augmentation, ils veulent ne pas avoir l'augmentation supplémentaire. Ça fait que là, dans le caucus, ils ont dit il faut amender notre propre loi pour enlever l'article qui nous donne une augmentation supplémentaire et qui nous permet de ne pas revenir dans 5 ans pour avoir une autre augmentation. Alors, écoutez, là, moi, je suis d'accord avec eux, là. C'est un signe de lucidité, là. Mais j'aurais aimé qu'ils aient un peu de lucidité au moment de l'adoption de la loi l'an dernier. Tom? Moi, j'ai l'impression que les partis d'opposition vont le laisser là et les laisser mijoter dedans avec ce qu'ils ont concocté, parce que c'est pas vrai que personne n'a vu ça. Ils savaient pertinemment bien ce qu'ils étaient en train de faire. Mais on parle du niveau municipal pour le fait qu'il y en a qui n'en peuvent plus. On parle du niveau municipal aussi en ce qui concerne la Ville de Montréal, et il y a cette déconnexion entre ce que les élus font et le public
qui est supposé de les soutenir aussi à l'occasion. Donc, cette histoire de l'augmentation, moi, je reviens toujours là-dessus. J'ai fait les deux jobs. J'étais à Ottawa, j'étais à Québec. Ça travaille aussi fort, sinon plus à Québec. Il n'y avait aucune raison qu'il soit si mal payé, mais c'est le timing, c'est le message que ça envoie. Bonne chance avec cette négo en ce moment. On est en train de vivre à Montréal un peu des années d'incurie et d'incompétence, pour être bien franc. C'est une ville tellement mal gérée. Puis là, on dit, il n'y a pas d'argent pour mettre des ampoules. C'est dans une. Mais oui, écoute, ça, c'est la presse qui a sorti ça. Alors, c'est un organisme, Jean-François, un organisme qui vient en aide aux gens qui ont des graves problèmes de santé mentale, des dépressions bipolaires, schizophrènes. Alors, ils ont demandé un petit budget pour changer les ampoules. Ils se sont fait dire non parce qu'il faut couper. Donc, là, c'est dans la pénombre. L'eau, il n'y a même plus d'eau chaude parce que le chauffe-eau a pété. Alors, tu dis... Moi, j'ai une solution. Je pense qu'on devrait simplement aller dans les bureaux de l'Office de consultation publique, prendre les ampoules et les amener à cet endroit-là. Tout à fait. Ma partie préférée, parce qu'on parle pas assez de cet Office de consultation publique. Alors, on a la nouvelle présidente qui fait exactement la même chose que l'ancienne présidente qui a dû quitter, mais son bras droit, lui, on voulait savoir, le bureau d'enquête du journal a écrit pour savoir, est-ce qu'on peut avoir ton contrat? C'est quoi tes conditions de travail? C'est de l'argent public à 100%. Donc, le public a 100% le droit de savoir. Donc, les gens de notre bureau d'enquête se sont adressés à la personne responsable de l'accès à l'information qui se trouve à être le gars en question. Lui-même, Lui-même. Il a retourné les papiers où il avait quasiment tout caviardé, ses conditions, combien ils doivent le payer si jamais il le claire de sa fonction. Même la date est secrète. Mais Jean-François, qui sait, c'est peut-être un espion, puis s'il révèle certaines informations, il va mettre la vie de gens en danger. Je pense qu'il va mettre son propre niveau de vie en danger. Je pense que c'est ça. Il sait qu'après ça, se trouver une job après, ça va être bien difficile. Il va être obligé d'envoyer un CV caviardé où il n'y a pas son passage à l'office. Merci à vous deux et je dis aux gens de lire absolument le texte de Tom Mulcair aujourd'hui dans le journal, un excellent texte. Il n'existe pas de bon et de mauvais racisme sur Mme Bokra-Manaï et je cite la fin de ton texte, Tom. Le remplacement de Mme Manaï est maintenant devenu une obligation morale incontournable qui incombe à la mairesse. C'est à lire. Bon week-end à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ouais, bon week-end. Si vous voulez vous faire parvenir le dernier ouvrage de Jean-François Lisée, Par la bouche de mes crayons, qui est un recueil de ses meilleures chroniques du Devoir, ou entre autres vous abonner à son excellent balado, au cours duquel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec, allez sur laboîtealisée.com.